Bonjour à tous. Alors dans cet exposé, je vais parler de la stabilité de l'état d'équilibre identiquement nul pour les solutions de certaines équations de réaction-diffusion monostables dégénérées. Les travaux que je vais présenter ici constituent donc une partie de ma thèse que j'ai effectuée lors de ma deuxième année à l'université de Rouen-Normandie. Alors l'exposé va se diviser en 4 grandes parties. Tout d'abord, je parlerai de phénomènes de persistance et d'extinction de population dans un cadre plus ou moins appliqué de dynamique des populations, écologie et d'épidémiologie. Ceci me permettra d'introduire assez naturellement les problèmes de type Fujita qui consistent à s'interroger sur l'existence globale ou la possible explosion en temps fini de solutions de certaines équations de réaction-diffusion surlinéaire. J'aborderai ensuite une partie des résultats que j'ai pu produire au cours de ma thèse à propos de résultats de type Fujita pour les systèmes d'équations de réaction-diffusion dans RN. Et enfin, je terminerai par quelques perspectives et questions ouvertes qui émergent des travaux que j'aurais pu présenter précédemment. Alors on considère une population d'individus dans Rn dont on représente la densité au temps t et au point x par la fonction u de tx. Alors, partant d'une donnée initiale qui va être typiquement à support compact et non négative, on va modéliser la dispersion des individus dans le milieu au travers de l'équation de diffusion dt égale Laplacien, donc l'équation de la chaleur, à laquelle on va ajouter une fonction de croissance f, qu'on appelle aussi fonction de réaction, et qui permet de modéliser la naissance ou la mort des individus. Alors, en fait, on a deux effets antagonistes qui s'opposent dans cette équation de réaction-diffusion dtu égale Laplacien u plus L2u. Ces deux effets sont l'effet dispersif apporté par la partie diffusive de l'équation de la chaleur, donc qui a tendance à étaler la masse de la population dans tout l'espace et donc faire décroître la solution uniformément vers zéro. Et l'autre effet antagoniste est l'effet de croissance apporté par la fonction de réaction, qui, quant à elle, a tendance à amener la densité de population vers les équilibres stables qui sont typiquement positifs. Alors vous voyez sur ce slide que j'ai pu introduire un certain nombre de fonctions de réaction de type, certaines fonctions de réaction typiques utilisées en dynamique de population et en biologie. Donc là vous en avez notamment 4. Alors la première est la fonction de réaction de la logistique ici, f de u égale u en moins u, qui fait partie de manière plus générale de la famille des fonctions de réaction de type KPP, et qui ont la particularité d'être extrêmement favorables pour les petites densités de population. Alors on peut voir par exemple que en fait, une manière de mesurer ce caractère favorable aux petites populations, et donc en fait de regarder la quantité f de u sur u, donc qui consiste à regarder le taux de croissance rapporté à un individu. Et donc on voit que pour la fonction de réaction logistique, f de u sur u, pour u en moins u, vaut 1 moins u, qui donc est maximale lorsque u égale 0, et qui donc exprime le fait que plus la population est petite, et plus un individu est capable de produire de la croissance. Alors, on verra tout à l'heure que pour les équations de réaction-diffusion dt égale Laplacien plus f, où f est de type KPP, on a une invasion du milieu qui est systématique. Et en fait, cette invasion n'est pas toujours très représentative des populations biologiques, au sens où la capacité de croissance n'est pas nécessairement maximale aux petites densités. Donc, on peut penser notamment aux effets de consanguinité qu'on peut observer à faible population, ou encore la difficulté à résister aux phénomènes climatiques extrêmes, ou encore la difficulté à trouver un partenaire. Et donc, pour modéliser cet effet finalement de pénalisation de croissance à faible densité, on a le scientifique
Ali, donc a introduit une notion qu'on appelle à l'heure d'aujourd'hui l'effet Ali, et qui donc exprime le fait que les petites densités ont du mal à croître avec la fonction de réaction f. Alors ici vous avez donc 3 types de fonctions de réaction qui présentent un effet Ali. Donc tout d'abord la fonction de type ignition, qui est notamment utilisée pour modéliser les propagations d'incendie, où en fait on a une température d'ignition, θ, et donc la température seuil en dessous de laquelle la fonction de réaction ne pousse pas, et au-dessus de laquelle on a une forte croissance. On a également une fonction de réaction à effet Ali qui est très étudiée, qui est la fonction de réaction de type bistable, donc où on a un seuil θ au-dessus duquel la croissance est positive et en dessous duquel la croissance devient négative. Donc pour le DO sous-jacente, grand U' égale f de U pour cette fonction de réaction bistable, on peut voir que si la donnée initiale est en dessous du seuil θ, on meurt, et si elle est au-dessus, on survit, on converge vers 1. Et enfin, le dernier type de fonction de réaction présentant un effet Ali est les fonctions de réaction ici encadrées en rouge, qui vont être le focus principal de cet exposé, et qui sont les fonctions de réaction monostable dégénérée. Donc en fait, on a pris la fonction de réaction KPP, donc la logistique, et on a délinéarisé, pour lequel on peut voir qu'en fait l'équilibre 0 est linéairement instable. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente la puissance sur la partie linéaire de la réaction, de sorte que l'équilibre instable 0 va rester instable, mais ne va plus être linéairement instable. Et donc vous pouvez voir qu'en fait, P, ce paramètre P, qui est un paramètre strictement positif, donc lorsque P vaut 0, on observe exactement la fonction de réaction logistique, mais dès que P est strictement positif, et bien en fait on a une pente nulle de la fonction de réaction en U égale 0, et on peut regarder on peut voir que f de U sur U n'est plus maximal lorsque U est proche de 0. Et donc ici, donc, le paramètre P strictement positif va jouer le rôle de l'intensité de l'effet Ali. Et donc essentiellement, si P est petit, on va introduire une légère difficulté à croître à faible population vis-à-vis de la fonction de réaction logistique, mais lorsque P va vraiment être grand, cette fois-ci, les difficultés de croissance à faible population vont être encore plus fortes. Alors, on s'intéresse notamment à ce type de fonction de réaction parce qu'en fait, elle présente des difficultés qui sont clairement immédiates vis-à-vis de l'ignition et du bistable, en le sens où, si on considère le DO sous-jacente au cas monostable dégénéré, donc U' égale U1 plus P1 moins U, et bien en fait, ce cadre ici, EDO nous montre que toute solution qui est non négative va converger vers 1. Et donc en fait, cette information EDO qui en fait d'habitude donne beaucoup d'idées en fait sur le comportement de la solution du modèle EDP par comparaison avec des sur- et des sous-solutions EDO. Cette fois-ci, dans le cas de monostable dégénéré, ne donne aucune information, puisque toutes les solutions positives de l'EDO vont converger vers 1. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez ici la fonction de réaction dTU qui est le Laplacien U plus U en moins U, qui est la classique équation de réaction de diffusion de type KPP, la plus classique équation de réaction de diffusion de type KPP. Donc vous pouvez voir que
si je prends une donnée initiale, si je perturbe l'état d'équilibre identiquement nul positivement, donc si je mets une donnée initiale moralement à support compact et de normale infinie epsilon, eh bien on va avoir une invasion du milieu et en fait on peut montrer qu'on a ce qu'on appelle du R-trigger effect. Donc, ce qui signifie qu'on a une invasion systématique du milieu des solutions positives. Donc, c'est-à-dire que quelle que soit la donnée initiale non triviale et non négative que je vais prendre, elle peut être à support compact typiquement, eh bien, en temps long, ma solution va converger localement uniformément vers la solution identiquement 1. Et on va avoir notamment tous les effets propagatifs que nous apporte cette équation, notamment via la formation de travelling wave, comme on le voit ici. Alors, c'est pas vraiment la même chose lorsqu'on perturbe la puissance du linéarisé ici sur la fonction d'action, quand on a un effet monostable dégénéré, puisqu'on peut se rendre compte que si P est un foyer suffisamment grand, c'est-à-dire si l'effet Ali est suffisamment important, eh bien on va plus observer le R-trigger effect, et donc la non-invasion systématique devient, donc toute solution envahie devient, il existe des solutions qui ne vont pas envahir, et pour le coup qui vont s'éteindre en temps. Et donc intuitivement, on peut s'imaginer que une donnée initiale qui va être mal conditionnée en un sens à préciser, qui est en fait à l'heure d'aujourd'hui toujours difficile à bien saisir. Donc avec une donnée initiale qui est donc mal conditionnée, on va avoir des extinctions, tandis que si on va avoir l'extinction de la population, tandis que si la donnée initiale est choisie suffisamment large en un sens encore à préciser, eh bien on va avoir une invasion. Donc là vous voyez par exemple que j'ai pris une donnée initiale de type step de même largeur mais de normale infinie différente, et vous voyez que la première est mal conditionnée parce que la valeur du step est assez basse, tandis que la seconde est bien conditionnée puisqu'elle est assez haute, et vous voyez que celle de gauche va s'éteindre en temps long, tandis que celle de droite va quand même réussir à envahir. Alors, donc, on a un résultat qui donne un peu une réponse partielle sur le fait sur cette question de savoir si on a persistance ou extinction pour l'équation de réaction-diffusion monostable dégénérée ici. Donc, ce résultat date des années 80 et nous a été donné par Aronson-Weinberger. Et ce résultat stipule que si la puissance, donc si l'effet Ali est trop faible, c'est-à-dire que la puissance P est plus petite qu'un certain PF, donc qui va être un seuil qui vaut 2 sur n pour le coup, on expliquera pourquoi il y a cette valeur 2 sur n, et bien en fait l'effet Ali est trop faible pour être observé, d'un point de vue invasion, persistance contre extinction, et donc en fait on est trop proche en un sens des fonctions de réaction de type KVP, et donc l'invasion dans ce cas-là est systématique. A contrario, lorsque P est strictement plus grand que le seuil critique P Fujita, PF, voilà, le F c'est pour Fujita, eh bien il est possible que des données initiales mal conditionnées vont s'éteindre en temps. Alors comme je disais tout à l'heure, le principe de comparaison pour l'EDO sous-jacente U' égale F de U, ici, n'est d'aucune aide, puisque si la donnée, pour toute donnée initiale qui est strictement positive, eh bien la solution de l'EDO va converger vers 1. Et donc du coup, on ne peut pas s'aider des EDO sous-jacentes pour montrer des extinctions par comparaison, en fait. Alors, on peut voir lorsque P est plus grand que le P critique, c'est-à-dire que l'effet Ali est trop important, eh bien on peut se douter que la petitesse de la donnée initiale U0 va être déterminante, au sens où les petites données initiales vont mourir. Donc là j'ai mis un astérix pour signaler que en fait on peut exprimer cette petitesse, pas vraiment l'exprimer, mais s'en faire une idée, en disant que c'est
une espèce de sorte de mélange de masse et de sup et de fragmentation de la donnée initiale. Donc, mais définir cette notion de fragmentation est en fait assez difficile à bien poser, et même dans les travaux très récents, les résultats ne sont pas clairement saillants. Alors, donc le premier point en fait repose sur la construction de sursolutions qui ne sont bien sûr pas des sursolutions DO, mais des sursolutions qui sont appropriées en un sens et qui sont en fait finalement assez subtiles à construire, et que l'on pourra retrouver dans l'excellent livre de Kittner et Souplet, qui parle notamment des résultats de type Fujita, mais qui reprend aussi la preuve originale de Ronson-Weinberger de 78 en la rendant un peu plus interactive, un peu plus accessible, disons. Pour le second point, en fait, on va voir juste après que cette possible extinction est une conséquence directe du théorème énoncé par Fujita en 1966. Alors, donc, en fait, je vais maintenant considérer cette équation de Fujita, donc maintenant dtu égale Laplacien U plus U la puissance 1 plus P, et donc vous voyez que par rapport à l'équation précédente, homostat dégénéré, où j'avais dt égale Laplacien plus U1 plus P moins U, cette fois-ci je retire le moins U puissance 2 plus P, apporté par le développement ici, de sorte en fait à pouvoir simplifier mon équation. En fait, mon objectif est d'étudier la stabilité de l'état identiquement 0. Et donc, pour étudier cette stabilité, il faut moralement prendre des solutions qui sont proches de cet état d'équilibre trivial identiquement 0. Et donc, pour U proche de 0, U puissance 2 plus P est bien sûr négligeable devant U puissance 1 plus P. Et donc, tout cela motive en fait à regarder pour bien comprendre la stabilité de l'état trivial pour cette équation, de retirer ce terme de compétition ici, puisqu'en fait, ce terme en U puissance 2 plus P pénalise la croissance de la population lorsque la population est trop forte, trop grande, et qui exprime donc en fait un terme direct de compétition. Donc ça nous amène donc à considérer cette équation de réaction-diffusion UT égale Laplacien U plus U la puissance 1 plus P, où cette fois-ci le problème de persistance et d'extinction devient un problème d'explosion en temps fini contre extinction. Puisque cette fois-ci on a retiré le terme de compétition, donc en fait tout à l'heure on avait une sursolution barrière qui était la sursolution identiquement 1, qui nous empêchait les solutions en dessous de 1 de passer au-dessus de 1. Mais cette fois-ci, on retire cette sursolution barrière et on considère cette équation de réaction-diffusion surlinéaire. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux dynamiques s'opposent au sein de cette équation de réaction-diffusion. Vous avez tout d'abord la partie diffusive qui est associée à l'équation de la chaleur, et qui fait donc décroître uniformément ces solutions à donner L1, uniformément et à vitesse algébrique donnée par ce contrôle ici. Et donc on dit en ce sens que les solutions de l'équation de la chaleur disparaissent avec un taux algébrique en n sur 2. Alors de l'autre côté, on a la partie réactive qui est donc associée à l'UDO sous-jacente U' égale U1 plus P, qui donc fait exploser en temps fini toutes ces solutions positives, et donc que l'on peut donc écrire explicitement de cette manière, et dont on peut voir qu'on a une explosion algébrique, cette fois-ci à taux 1 sur P. Alors en mettant ensemble les parties diffusives et réactives dans cette équation étoile ici représentée en jaune, et on peut se demander, la diffusion a tendance à étaler et faire s'écraser sur 0, la réaction a tendance à faire pousser la densité,
Donc une question qui vient assez naturellement est de se demander est-ce que les solutions de ce problème sont globales et tendent vers zéro, ou alors, comme le font les solutions de l'équation de la chaleur, ou vont-elles exploser en temps fini comme le font les solutions de l'EDO sous-jacente. Et donc en 1966, le mathématicien japonais Fujita fournit une réponse partielle à cette question, et qui consiste en fait à comparer les taux d'explosion de l'EDO sous-jacente et le taux d'explosion de l'EDO sous-jacente et le taux de disparition algébrique de l'équation de la chaleur. Alors plus précisément, si le taux d'explosion de l'EDO excède celui de disparition de la chaleur, de l'équation de diffusion, eh bien c'est la partie réactive qui domine, de sorte que on a une explosion systématique, tandis que si le taux de disparition de la diffusion excède celui d'explosion de la réaction, eh bien la diffusion peut dominer dans certains cas, au sens où certaines solutions vont exister pour tout temps et vont en plus, on va le montrer, vont tendre vers zéro uniformément en temps. Alors je vais donner ici une petite... oui, donc là, voilà, je rappelle un petit peu la motivation du problème de Fujita à partir de celui des équations de réaction monostable dégénérée, réaction de diffusion monostable dégénérée. Et donc, on peut voir en fait que du coup, lorsque U est petit, eh bien, les solutions de cette équation ici vont se comporter comme les solutions de l'équation de Fujita. Et on peut voir notamment que les solutions du problème monostable dégénéré sont sous-solutions de l'équation de Fujita. Et donc en fait, si on arrive à montrer de l'existence globale et de l'extinction pour les solutions du problème de Fujita, eh bien ce sera gratuit en fait. On aura gratuitement le fait que les solutions de l'équation monostable dégénérée vont également tendre vers zéro uniformément. Alors je vais donner ici une petite heuristique de la raison pour laquelle ce seuil PF égale 2 sur n apparaît. Alors j'ai rappelé ici le théorème de Fujita qui nous dit que si 1 sur P est plus grand que n sur 2, alors on a explosion systématique, la réaction gagne toujours. Tandis que si 1 sur P est plus petit que n sur 2, et là, la diffusion peut gagner et l'étoile peut avoir des solutions globales. Donc pour avoir expliqué cette heuristique, je vous propose de regarder le DO sous-jacente U' égale U1 plus P, que l'on sait parfaitement résoudre par séparation des variables, mais que l'on peut écrire notamment sous cette forme ici, en échelle inverse puissance P. Vous voyez, là j'ai pris 1 sur U puissance P, donc en échelle inverse puissance P, on a U ici, qui s'écrit donc comme une constante qui dépend de la donnée initiale, moins PT. Et donc on peut voir que lorsque U en échelle inverse puissance P va toucher 0, ça signifiera en fait que la solution a explosé. Donc en fait, en partant de 1 sur U0 puissance P ici, on va décroître linéairement à vitesse P, et lorsqu'on touche 0, ça signifie que l'on a explosé. Donc maintenant, donc là rien de nouveau, mais ce que je propose dans ce slide, c'est d'introduire une dépendance temporelle sur U0. Donc cette fois-ci, on considère non plus U0, mais U0 du temps. Et on dit que U0 va tendre vers 0 à une certaine vitesse, donc on ne fait pas de manière naïve, hein, on va faire en sorte que U0 tende vers 0 à la même vitesse que le font les solutions de l'équation de la chaleur. Alors en faisant ça, en fait, on a la croissance apportée par la surlinéarité ici, mais en fait, en faisant tendre la donnée initiale vers 0, on va pénaliser la croissance de U. Et donc si j'ensatz ce U0 de t ici dans cette expression ici en orange, je peux écrire mon nouveau U dans cette échelle inverse puissance P, où vous voyez ici que l'on a deux quantités algébriques qui s'opposent. On a toujours le moins PT de tout à l'heure, qui va pousser la solution en échelle inverse puissance P à toucher 0 et donc à exploser.
Mais on a également maintenant ce nouveau terme algébrique, essentiellement t puissance np sur 2. Donc maintenant, suivant la position de cet exposant par rapport à 1, on va avoir prédominance de l'une ou l'autre de ces quantités. Alors plus précisément, si P est plus petit que 2 sur n, donc on est dans le cadre d'un effet Ali faible, c'est-à-dire que on va avoir une explosion systématique, eh bien on peut voir que dans ce cas-là, c'est moins PT qui domine la dynamique, et donc on ne peut pas éviter l'explosion. A contrario, si P est plus grand cette fois-ci que 2 sur n, eh bien cette fois-ci c'est ce terme ici qui est surlinéaire, et donc qui va dominer la dynamique en temps long. Et donc si on choisit le 1 sur U0 puissance P, qui était ici suffisamment grand, c'est-à-dire U0 en un sens suffisamment petit, eh bien on va pouvoir éviter l'explosion de notre solution, et donc on va avoir une possible existence globale. Alors ici je dresse rapidement la preuve de l'explosion systématique, de la possible existence globale, c'est une méthode assez classique et assez simple. En fait on cherche à construire des sursolutions qui ont cette forme, donc qui s'écrivent U bar au-dessus, donc comme une fonction du temps à trouver, fois la solution du problème diffusif. Alors on demande à ce que U bar au-dessus soit une sursolution du problème. Il apparaît assez naturellement que F doit vérifier cette équation à dérivée ordinaire, que l'on va pouvoir résoudre dans le cas où on est dans le bon régime pour P, c'est-à-dire P est plus grand que 2 sur n, et la donnée initiale petite en un sens, petite au sens L1 et l'infini. Donc là, en faisant ça, je signale bien que en fait, là, je trouve des conditions suffisantes d'existence globale et de convergence uniforme vers 0, mais en fait, c'est pas forcément des conditions nécessaires. Et être sharp sur cette... c'est difficile d'avoir des conditions sharp sur la petitesse de la donnée initiale qui va nous séparer entre possible existence globale et explosion en temps fini. Alors la technique pour montrer l'explosion en temps fini, quand elle est un peu plus subtile, et donc en fait il existe un certain nombre de techniques qui fonctionnent, et donc celle que j'ai choisi de vous présenter ici est la méthode que j'ai appelée par flou gaussien, puisqu'en fait elle va consister essentiellement à prendre la solution et à passer à convoler la solution avec une gaussienne. Donc en fait, par analogie au traitement d'image, on appelle ça un flou gaussien. Donc du coup, pour epsilon positif, j'ai introduit donc une famille de gaussiennes, donc qui est de masse 1 et qui est donc indexée par epsilon, où epsilon joue le rôle de la variance. Donc epsilon petit va me donner une forte variance et epsilon grand va me donner une faible variance. Donc avec epsilon qui tend vers l'infini, on a une approximation de l'unité. Alors on peut tout d'abord remarquer que pour lambda, donc lambda qui vaut 2n epsilon, choisi exactement comme ceci, on peut montrer que les phi epsilon sont des sous-fonctions propres du Laplacien. C'est un petit résultat, un petit lemme un peu technique, mais qui découle juste d'un petit calcul, de ce calcul ici en fait, mais qui va être utile par la suite. Et donc maintenant, je vais appeler U indice epsilon, grand U indice epsilon, l'inconnu U, que j'ai flouté par convolution avec ma gaussienne phi epsilon, avant évaluation x égale 0. Alors, plus précisément, U epsilon est écrit de cette forme, donc intégrale sur Rn de phi epsilon z, U de tz dz. Et vous voyez en fait qu'en faisant ça, j'avais un problème initialement qui était EDP, donc, avec plusieurs de nature à plusieurs variables. Et donc en fait, en convolant, puis en évaluant x égale 0, j'ai pu me débarrasser de l'espace
Et donc en fait, l'intérêt de convoler, en fait, c'est que si j'avais évalué directement en x égale 0, mon inconnu, j'aurais eu aucune information de ce qui se passait autour. Et donc du coup, le fait d'utiliser ce noyau gaussien phi epsilon me permet en fait, avant évaluation x égale 0, de récupérer un petit peu d'informations autour de moi avec variance epsilon. Alors, on peut directement observer que, à partir de cette expression, que u epsilon de t est contrôlé par-dessus par la norme infinie de u. Et donc, si on montre que epsilon explose, eh bien, on aura immédiatement que u explose en normale infinie. Alors, on va regarder quel est le problème d'évolution que vérifie u epsilon. Donc, on va dériver u epsilon par rapport au temps. Donc, cela correspond en fait à faire rentrer la dérivée temporelle dans la convolution. On va faire deux intégrations par partie pour faire porter le Laplacien non plus sur u mais sur phi epsilon. On va utiliser maintenant l'inégalité de Jensen pour sortir la non-linéarité convexe de la convolution ici. Et on va utiliser aussi que phi epsilon est une sous-fonction propre du Laplacien ici. Donc le petit point que j'avais signalé tout à l'heure. Et on en vient donc à dire que u epsilon prime est plus grand que moins lambda u epsilon plus u epsilon puissance 1 plus p. Donc maintenant je vais appeler grand U la solution de cette équation ici. Donc pas de cette inéquation mais de l'équation de la sous-jacente. Donc si je fais exploser u, je fais exploser u epsilon et je fais exploser u petit u en normale infinie. Et donc maintenant je vais me concentrer sur cette DO et donc je vais faire une analyse du plan de phase. Donc on peut remarquer que cette DO présente donc deux équilibres. On a identiquement 0 qui est un équilibre stable et l'équilibre 2n d'epsilon puissance 1 sur p qui quant à lui est un équilibre instable. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que si la donnée initiale de l'EDO est entre les deux équilibres, eh bien on va converger vers 0, tandis que si la donnée initiale est plus grande que le deuxième équilibre, alors on va exploser. Et donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va envoyer epsilon vers 0, de sorte à ce que l'équilibre installe 2n epsilon puissance 1 plus p se rapproche de 0 et capture la donnée initiale U0 dans sa partie d'explosion temps fini. Et donc, du fait que pour epsilon choisi suffisamment petit, U0 va se retrouver dans la zone rouge, donc c'est-à-dire la zone d'explosion temps fini, c'est-à-dire j'aurais donc montré qu'il existe epsilon tel que U0 est dans la zone rouge, donc il existe epsilon tel que grand U explose, c'est-à-dire grand U epsilon explose, c'est-à-dire petit u explose en normale infinie. Alors maintenant, je vais passer donc à la troisième partie de l'exposé qui donc concerne des résultats de type Fujita pour les systèmes de réaction-diffusion, cette fois-ci pour les systèmes dans RN. Donc, alors, les premiers résultats pour ce type de système sont apparus dans les années 90 par notamment les travaux de Escobedo et Herrero, où ces deux chercheurs ont donc introduit des fonctions de réaction surlinéaire VP UQ de manière assez naturelle dans un système de deux équations de la chaleur. Et suite à cela, en fait, il y a eu un certain nombre de généralisations de ce résultat en ajoutant des dépendances temporelles ou spatiales devant les non-linéarités, en considérant des découplages en chaîne ou du non local par exemple. Mais on peut notamment se rendre compte que ces couplages ont toujours été faits en fait par les termes de réaction et jamais par les termes de diffusion. Et donc du coup, dans un objectif de réaliser des résultats de type Fujita pour les systèmes qui sont essentiellement couplés par le phénomène diffusif, on a proposé de regarder ce problème de type Fujita où en fait on a un système de diffusion
j'ai envie de dire autonome, au sens où il fonctionne tout seul. Donc un système couplé qui est donc deux équations de la chaleur avec des diffusivités différentes qui discutent, qui sont couplées par des termes d'échange linéaire, plus mu et moins UV et plus moins mu U et plus mu V et plus mu U et moins UV. Et donc si je retire du coup ces fonctions de réaction ici en rouge, ce système en UV là est donc un problème, un système de diffusion dans Rn, dont le couplage se fait par la diffusion, et on peut notamment observer que le système diffusif préserve la masse totale c'est-à-dire la normale 1 de la donnée initiale. Et donc en dynamique de population, c'est une caractéristique qui semble assez naturelle de vouloir conserver la masse de la solution pour un problème diffusif. Voilà, et donc du coup on considère ce problème diffusif qui est couplé essentiellement couplé, auquel on rajoute des fonctions de réaction surlinéaires non couplantes, où vous voyez que ici cette constante kappa vaut 0 ou 1 et joue le rôle d'un bouton on-off sur la seconde linéarité. Alors, comme je l'ai présenté tout à l'heure, pour les équations de type Fujita, on a deux phénomènes antagonistes qui s'opposent, la réaction et la diffusion. Et donc il faut comprendre tout d'abord comment se comporte le mécanisme diffusif, et notamment comment est-ce qu'il fait converger ces solutions vers zéro. Alors plus précisément, tout à l'heure, on avait que les solutions de l'équation de la chaleur à données L1 convergent uniformément vers 0 avec cette vitesse qui est Sharp. Et donc la première question que l'on se pose, c'est est-ce qu'on est capable de fournir un tel résultat pour ce système échangeur de chaleur complètement diffusif. Alors pour bien comprendre comment fonctionne le mécanisme de ce système diffusif, je vous propose tout d'abord dans un premier temps de regarder le cas où toutes les constantes CD, mu et nu sont égales à 1. Dans ce cas-là, on se trouve dans un cas très facile où on peut résoudre tout explicitement. Donc si on prend, on appelle sigma la somme de U et de V et delta la différence de U et de V. Alors en faisant cette transformation inversible, on peut voir que sigma va vérifier une équation de la chaleur et delta va vérifier une équation de la chaleur pénalisée par un terme une réaction linéaire négative, qui n'est pas très méchante, puisqu'on peut l'absorber avec une exponentielle temporelle ici. Et donc, connaissant ce problème pour sigma delta, je suis capable de résoudre explicitement et d'avoir des expressions explicites pour les fonctions sigma et delta, qui vont ensuite me permettre, en prenant la demi-somme et la demi-différence, de retrouver U et V. Donc à partir de là, je suis capable d'exprimer les expressions de U et de V qui sont donc écrites ici, où vous pouvez voir que on a essentiellement en fait deux parties. On a une partie ici en rose qu'on a appelée partie persistante, puisque en fait elles disparaissent seulement à vitesse algébrique, et on a des parties évanescentes qui vont disparaître quant à elles exponentiellement vite, et même encore plus vite que exponentiellement vite, puisqu'en fait G convolé U0, si U0 est L1, va converger algébriquement vers 0. Donc là, on converge algébriquement vers 0 avec un facteur exponentiel décroissant ici. Et donc, en observant ceci, on peut se rendre compte que exponentiellement vite, à mesure que t va grandir, U et V vont se comporter exponentiellement vite et uniformément comme un couple de solutions U infini et V infini qui sont solutions de l'équation de la chaleur partant de la donnée initiale moyenne entre U0 et V0. Alors, dans un cadre un peu plus général où les constantes CD, mu et nu sont identiques, sont plus forcément identiques, on va observer en fait un phénomène qui est assez similaire, en le sens où U et V vont se comporter uniformément et exponentiellement vite, comme un U infini et un V infini,
où U infini et V infini sont les solutions de ces deux problèmes découplés. Donc ce sont des problèmes paraboliques où on a un certain opérateur L ronde ici, qui est complètement caractérisé au travers de cette transformée de Fourier. Alors plus précisément, ce que je viens de dire là se traduit mathématiquement ici, c'est-à-dire que la transformée de Fourier de LF, pour une fonction LF dans Schwarz typiquement, va s'écrire comme une fonction de xi, L de xi, fois le Fourier de f. Où donc la fonction L droit est complètement connue. Alors pour se raccrocher à des choses connues, on peut voir notamment que si L est laplacien, eh bien laplacien f le tout Fourier, c'est moins xi carré le Fourier de f. Alors ici on a quelque chose d'un peu plus général où l'opérateur f Fourier, c'est une fonction de xi fois le Fourier de f. Alors lorsque c égale d égale mu égale 1, on a que L de xi, c'est moins d'ordre de xi carré, si bien que L ronde est exactement de laplacien, et donc pas de surprise, au sens où, comme vu précédemment, U infini et V infini sont effectivement solutions de l'équation de la chaleur. Alors ça devient un peu plus rigolo lorsque les constantes CD mu nu commencent à être drastiquement différentes, puisque la fonction L droit se comporte comme cette fonction ici. Et en fait, on peut interpréter ce comportement fréquentiel de l'opérateur L ronde de la manière suivante. Dans les basses fréquences, L ronde va se comporter comme un certain laplacien avec une certaine diffusivité, et dans les hautes fréquences, L ronde va se comporter avec un autre laplacien avec une autre diffusivité en fait. Et donc on va avoir une transition plus ou moins lisse entre les hautes et les basses fréquences. Et donc en ce sens, on peut interpréter cet opérateur L ronde comme une mixture de laplacien pondérée en fait par des constantes qui dépendent de CD, mu et nu. Alors pour établir ce résultat en fait, qui est en fait essentiellement basé sur la transformée de Fourier du problème linéaire, on procède de la manière suivante. On comprend les changeurs de chaleur purement diffusifs, que l'on passe donc à la transformée de Fourier, et donc on se ramène à une EDO finalement dans R2 où xi joue le rôle, donc xi la fréquence joue le rôle de paramètre. Alors ceci en fait une étude classique en fait de ce système de DO nous permet en fait de trouver des solutions explicites pour le Fourier de notre solution, où en fait on va voir apparaître notamment les deux valeurs propres de la matrice A, que j'ai appelé lambda plus et lambda moins, et qui vont donc être, alors il me semble, c'est à partie réelle positive pour lambda plus et à partie réelle négative pour lambda moins, si bien qu'en fait on voit directement apparaître les parties persistantes et évanescentes de la solution du côté, donc la solution UV, du côté Fourier. Donc notre transformée de Fourier de notre UV s'écrit comme transformée de Fourier d'un truc qui va disparaître exponentiellement vite, et de la solution persistante, du Fourier de la solution persistante. Alors maintenant, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle les inités de Hausdorff-Young, qui permettent en fait de contrôler uniformément la solution par la masse de sa transformée de Fourier. Alors en fait, c'est une formule qui découle immédiatement de la formule d'inversion de Fourier. Si on écrit 1 sur 2 pi n, U comme 1 sur 2 pi n d'intégrale sur les fréquences de U chapeau exponentielle plus xix, et bien en fait on peut directement majorer en tuant l'exponentielle ici par 1 sur 2 pi n la norme L1 de la transformée de Fourier de U. Et donc du coup, si je veux estimer la partie uniformément la partie évanescente, je n'ai qu'à estimer la masse de la partie du Fourier de la partie évanescente, qui donc va disparaître exponentiellement vite. Donc là en fait c'était un lambda moins ici, donc qui va disparaître exponentiellement vite. Donc.
Et donc, de l'autre côté, pour la partie persistante, eh bien, je fais pareil, donc je dis que U infini contrôlé uniformément par la norme L1 du Fourier, de norme L1 de son Fourier, c'est ça, qui cette fois-ci se contrôle en une constante sur t puissance n sur 2. Donc en ce sens, je peux directement avoir le corollaire suivant qui nous dit que finalement U et V se comportent uniformément, enfin tendent vers 0 uniformément à vitesse algébrique et à taux n sur 2. Alors pour faire plus précisément faire cela, on utilise donc l'intégrité de Hurst-Furth sur les parties persistantes U infini chapeau et V infini chapeau ici. Donc il faut estimer U infini chapeau et V infini chapeau en masse. Alors pour faire cela, on coupe les hautes et les basses fréquences de U infini chapeau. De manière classique, on montre que les hautes fréquences vont disparaître exponentiellement vite. Donc ça on peut s'en rendre compte assez facilement. Juste en prenant l'équation de la chaleur que l'on passe à transformer de Fourier, on peut voir que U chapeau de T xi va se comporter comme U0 chapeau exponentiel moins D xi carré T, typiquement. Et donc les hautes fréquences vont disparaître exponentiellement vite, et finalement c'est les basses fréquences qui sont les plus importantes pour déterminer le taux de décroissance uniforme. Donc du coup, on montre que les hautes fréquences disparaissent vite, il reste les basses fréquences à estimer, et donc ce que l'on fait, c'est que l'on utilise l'opérateur L droit donc, pour caractériser cette masse des basses fréquences, et on va faire un développement limité de L droit au voisinage de 0 pour dire finalement que L droit va se comporter à constante près comme moins norme de xi carré, ici et là. Et donc du coup, ce contrôle revient en fait finalement à intégrer une gaussienne, ce qui va au final nous redonner cette constante, enfin ce taux de décroissance en constante sur t puissance n sur 2. Alors, donc maintenant muni de ces résultats de taux de décroissance vers 0 pour l'échangeur de chaleur pleurant diffusif, on peut se permettre d'introduire des fonctions de réaction surlinéaire de type Fujita non couplante à ce système de diffusion, à ce système diffusif dans Rn. Et donc, le résultat est le suivant. Si donc j'ajoute puissance 1 plus P pour la première et kappa P puissance 1 plus Q pour la seconde. Alors le résultat est le suivant. Si la diffusion est plus petite que l'un des deux taux de réaction, eh bien la réaction, la partie réactive va toujours gagner, et donc toute solution positive de ce problème va exploser en temps fini. A contrario, si le taux de décroissance de la diffusion excède les deux taux d'explosion des réactions, les deux en même temps, eh bien la diffusion peut gagner sur les réactions, de sorte que ce problème peut admettre des solutions positives qui sont globales en temps et qui vont de surcroît converger vers 0 en temps. Alors, pour montrer la possible existence globale, la méthode est encore une fois classique et comme présenté précédemment, consiste à prendre une fonction du temps, à exprimer une sursolution comme une fonction du temps, fois la solution du problème purement diffusif, donc U est solution du problème diffusif associé, et F une fonction à trouver. Et donc on écrit une DO sur F et on trouve assez naturellement qu'il faut que n sur 2 soit plus grand que cette quantité. De l'autre côté, pour montrer la systématique explosion, on passe en fait par la méthode que j'ai présentée encore tout à l'heure, qui est la méthode du flou gaussien. Donc on prend la solution que l'on convole avec un flou gaussien avant d'évaluer en x égale 0. Donc ça nous amène de DO, dont l'explosion, donc elle n'est pas vraiment équivalente, c'est une petite erreur, elle va impliquer une condition suffisante pour faire exploser U.
Alors en fait, donc là j'ai un petit peu détaillé euh, le- le- la preuve de l'exclusion systématique. Donc en fait tout à l'heure, donc en fait, comme je dis tout à l'heure, on prenait donc pour le problème de Fujita, on prenait notre solution qu'on convoluait avec un noyau gaussien, indicé par epsilon, et avant évaluation à 0. Donc du coup ça nous amenait à une DO qui ne dépendait plus de l'espace et dont l'explosion impliquait celle de la normale infinie de notre solution. Et donc du coup tout se faisait au niveau de l'étude du plan de phase, de l'EDO associé à grand U, et le résultat tombait parce que donc le résultat d'explosion systématique tombait parce que en fait l'équilibre qui séparait convergence vers 0 de explosion systématique allait vers 0 plus vite que cet équilibre orange ici qui correspond à la donnée initiale. Et pourquoi il allait à 0 plus vite? C'était parce que 1 sur P était plus grand que n sur 2. Donc on a une plus grosse puissance ici, donc forcément la vitesse de convergence vers 0 est plus rapide pour le rose que pour l'orange, et donc pour epsilon suffisamment petit, le rose passe devant le orange. Et donc U0 se trouve dans la zone d'explosion systématique, c'est-à-dire dans la zone bleue, et donc on fait exploser U, grand U, et donc on fait exploser petit u. Alors dans le cas système dans RN, la méthode est sensiblement la même, donc on convole la solution avec un noyau gaussien phi epsilon, on évalue en x égale 0. Et donc cette fois-ci le portrait de phase prend cette forme ici, et donc lorsque je vais envoyer epsilon vers 0, en fait je vais faire en sorte que la partie bleue vienne manger la donnée initiale ici, puisque en fait la partie bleue va venir couvrir l'espace plus rapidement que la donnée initiale va tendre vers 0 à mesure que epsilon va tendre vers 0. Et donc du coup pour epsilon suffisamment petit, UV au temps initial va être pris dans la zone d'explosion, et donc je vais faire exploser grand U grand V, c'est-à-dire que j'aurais fait exploser petit u petit v. Voilà, donc je termine cette présentation par quelques perspectives et questions ouvertes. Donc, en fait, ces travaux en fait, sont hiérarchisés par une sorte d'ordre de priorité de difficulté, en le sens où, étant donné un système diffusif, il me faut déjà comprendre comment est-ce qu'il éparpille les individus en espace et comment est-ce qu'il fait décroître uniformément la solution vers 0, à quel taux notamment, pour pouvoir avoir une idée de quels vont être les exposants de Fujita qui vont permettre de distinguer l'explosion systématique de la possible existence globale. Donc ça, comprendre le système diffusif, c'est le premier point. Une fois qu'on a compris le système diffusif, on peut ajouter des fonctions de traction surlinéaire de type Fujita pour regarder de la possible existence globale ou de l'explosion en temps fini. Et enfin, on peut encore se remonter à un étage plus appliqué, qui est celui de regarder des fonctions de réaction monostable dégénérées, et donc de regarder cette fois-ci des problèmes réellement applicables aux dynamiques des populations. Voilà, donc là ici j'ai présenté 3 problèmes donc qui détaillent chacun de ces 3 aspects. Donc la première perspective serait de regarder des fonctions de réaction monostable dégénérées, cette fois-ci sur l'échangeur de chaleur. La seconde perspective serait de regarder des résultats de type Fujita sur des systèmes encore une fois couplés par la diffusion, mais dont le mécanisme diffusible est un peu plus complexe que juste l'échangeur de chaleur, qui finalement était une première étape vers ce type de résultat de type Fujita. Donc ici vous avez notamment un système de diffusion qui s'appelle le modèle champ-route, et qui essentiellement une équation de diffusion, un système d'équations de diffusion sur des domaines de différentes dimensions. Donc on a un champ et une route. Le champ est typiquement de dimension n, et la route est typiquement de dimension n-1. Donc en fait,
On a de la diffusion dans un demi-espace, et pour l'inconnu V, et pour l'inconnu U, on a de la diffusion sur la frontière du champ, c'est-à-dire sur l'hyperplan Rn-1 ici. Et donc on a un couplage qui se fait linéairement au niveau de la frontière du champ, en disant que le flux rentrant dans le champ est une combinaison linéaire des densités au bord du champ et sur la route. Et donc, de manière à conserver la masse, on impose une réaction linéaire antagoniste au flux rentrant dans le champ pour préserver la masse pour ce système linéaire. Voilà, enfin, sans la fonction de réaction surlinéaire ici. Donc du coup, on pourrait maintenant regarder des résultats de type Fujita pour ce type de système, maintenant qu'on a développé des techniques de type flou gaussien pour montrer les explosions systématiques qui sont finalement qui est finalement la partie la plus difficile pour élaborer des résultats de type Fujita, puisque la possible existence globale est en fait classique et consiste assez souvent à construire des sursolutions en fonction du temps fois la solution de problème diffusif et trouver le F correct qui va permettre d'avoir de manière suffisante une existence globale. Et enfin, un dernier travail, une dernière perspective qui est en fait plus précisément un travail qui est sur le point d'aboutir, qui concerne donc cette fois-ci un mécanisme diffusif qui est encore plus complexe, qui est celui d'une équation de la chaleur posée en demi-espace avec une frontière mobile, et dont on a imposé une certaine condition au bord, une certaine condition sur le flux rentrant pour préserver la masse de la population. Du coup, en fait, on a appelé donc ça c'est un travail que je suis en train de réaliser avec Min Zhang, qui travaille à l'Institut de mathématiques de Toulouse, et qui donc est sur le point de finir. On pourra en discuter après si vous voulez. Et donc, on a appelé ce modèle le piston, enfin un piston, pour signaler que en fait, les individus sont poussés par la frontière et ont une nécessité de s'agglomérer au bord du domaine qui est en mouvement en fait. Et donc on peut voir notamment que en fait, cet effet de piston va avoir un effet antagoniste sur l'effet diffusif qui éparpille. Le piston, quant à lui, a un effet agrégatif, puisqu'en fait, quand on pousse, les individus sont regroupés et ça fait monter les densités. Donc on a espoir que ce genre de système diffusif puisse faire changer le P Fujita classique de Rn, puisqu'en fait, en un sens, les populations sont... cet effet de pousser la population a un effet antagoniste à l'effet Ali, et du coup est très favorable pour les populations qui pourraient potentiellement s'éteindre à faible densité. Voilà, donc j'ai terminé avec ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Alors, vous voyez ici, j'ai mis quelques perspectives, quelques références bibliographiques. Donc tout d'abord, vous avez le papier de Fujita qui date de 1966, donc sur l'équation dt égale Laplacien plus u à puissance 1 plus alpha. J'ai mis ici les deux surveys de Levin et Deng et Levin, qui sont d'excellents surveys sur les problèmes de type Fujita. Le livre de Kindra et Souplet, dont j'ai parlé tout au début de l'exposé, qui est également un excellent livre. Le modèle champ-route, dont j'ai brièvement parlé ici, qui est donc été introduit en 2012 par Berestiki, Roche aussi. D'un point de vue plus biologique, l'extinction présente un effet Ali que j'ai présenté tout au début de l'exposé, donc qui a été montré donc par Aronson Weinberger en 1978. Et enfin, les résultats sur les résultats de type Fujita pour le système échange de chaleur dans Rn, qui donc ont été acceptés l'année dernière. Voilà, je vous remercie.